Super. Donc, bienvenue à tous et à toutes et à tous dans l'ordre pour donc cette conférence débat qui est la deuxième. Nous avons déjà fait un webinaire et là nous sommes dans l'organisation de la deuxième conférence débat. La première avait eu lieu la semaine dernière et certaines et certains d'entre vous étaient déjà là. Voilà, donc merci d'être encore parmi nous ce soir. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas et pour lesquels ce serait la première fois, nous allons animer cette conférence débat avec François. Donc je me présente, Stéphanie. Je viens du secteur social. Donc j'ai 10 ans en tant que cadre dirigeant dans l'institution Sécurité sociale, puis en tant que contractuelle de l'administration, directrice de CCAS, avant de faire de la prospective stratégique et de l'innovation sociale et territoriale en tant que consultante indépendante. François, je te laisse te présenter. François Rousseau, prospectiviste et expert en innovation sociale territoriale. Et pour aller à l'essentiel, j'accompagne des territoires, des collectivités territoriales, des institutions, des associations dans leur démarche d'innovation. Et j'ai commis récemment un ouvrage consacré à l'innovation dans les collectivités territoriales. J'aime beaucoup l'expression commettre un ouvrage. Alors, donc, pour rappel, notre démarche se fixe 3 ans. Alors, pourquoi on parle de démarche? Parce que c'est une démarche d'ensemble. On l'a dit tout à l'heure. En fait, là, nous sommes dans le cadre d'une conférence débat et la démarche est beaucoup plus englobante puisqu'on organise également des webinaires et on va déployer également une formation euh, référent innovation sociale et territoriale. Donc la démarche est bel et bien globale et les ambitions sont les suivantes. Donc créer une communauté interdisciplinaire. Alors on le rappelle ce soir pour celles et ceux qui ne se connaissent pas encore, mais on a des personnes là dans notre conférence qui sont issues de milieux fort différents, de secteurs différents. Donc on a l'économie sociale et solidaire, on a l'institution sécurité sociale particulièrement représentée par les CAF, on a des personnes qui sont issues du milieu culturel. On a des personnes également qui sont issues des tutelles comme l'ARS. On a également des membres des collectivités territoriales et des Césaires. Donc, on voit que cette vocation à faire de l'interdisciplinarité commence à porter ses fruits. Nous sommes tous issus de secteurs tout à fait complémentaires. Deuxième ambition, construire une culture commune, se mettre dans une dynamique apprenante. Et c'est particulièrement ce qu'on souhaite faire donc au travers des webinaires, mais aussi au travers de la future formation qui va être déployée donc d'ici quelques semaines. Et la troisième ambition, et celle-ci, elle sera particulièrement développée lors du prochain webinaire, donc qui aura lieu normalement le 7 mai, à moins que la date ne change, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc le 7 mai, nous avons l'intention, lors de ce webinaire, de rentrer plus particulièrement dans la mise en œuvre de ce qu'on souhaite faire en termes d'innovation sociale et territoriale, et notamment à l'issue du déconfinement. Réinventer le futur et inventer les futurs souhaitables. Donc, on sera au cours de ces prochains webinaires force de proposition. L'idée, c'est que justement, au travers de nos échanges et parce que nous sommes complémentaires, issus de cultures différentes et avec des expériences différentes, faire des propositions concrètes pour l'avenir. Voilà pour rappel ces 3 ambitions-là. Alors, pour cette conférence débat, on a souhaité changer. Celles et ceux qui étaient là, et merci encore à eux, merci à elles et à eux, sont revenus vers nous durant la semaine. Donc, on a pu échanger avec vous et vous nous avez fait des retours. Alors, la semaine dernière, on a, parce que c'était notre première conférence débat, on a cherché justement à faire participer en posant des questions qui étaient plutôt des questions ouvertes. Et c'est vrai que quand on est nombreux en visioconférence, c'est pas forcément évident d'aller vous chercher. On se voit pas tous en même temps. C'est vraiment pas facile. Donc on s'est dit, en suivant vos conseils, pourquoi pas laisser la parole
Donc, sur certains sujets particulièrement experts et développer un petit peu justement ces expertises sur des thématiques donc qu'on aura sélectionnées avec soin et vous laisser la possibilité de poser des questions au fil de l'eau. Et ces questions au fil de l'eau, vous les poserez par chat. Ça laissera tout à fait la possibilité à François d'y répondre au fur et à mesure que vous poserez les questions. Donc, vous verrez que l'intervention sera structurée au travers de grandes parties. Et durant ces grandes parties qui seront développées par François, vous pourrez poser vos questions et y répondre au fur et à mesure. Donc, la règle du jeu est la suivante. Alors, c'est un petit peu plus écrit dans une première partie. Hein. C'est un petit peu moins interactif en apparence, mais on pense que ça fonctionnera mieux. Ça sera plus interactif dans une seconde partie, puisque là, on vous donnera davantage la parole. Et l'idée, ça sera de compléter tout ce qui aura été abordé sous forme d'échange. Donc, on pourra même, pourquoi pas, venir vous chercher sur certaines questions, si vous le voulez bien. Donc, voilà pour le menu de cette conférence débat. Donc, j'ai envie de poser une première question peut-être pour lancer le sujet. Je crois que c'est la diapo suivante. Je n'ai pas la main sur le diaporama. Alors, j'essaye voilà. Super. Donc, c'est à toi que je vais poser la question, François. Alors, pourquoi justement mettre l'approche culturelle au cœur de la question de l'innovation, puisque c'est le sujet de ce soir, la culture au cœur de l'innovation? J'ai du mal à faire défiler le diaporama. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Moi, je crois que le mieux, c'est quand même de commencer par essayer de définir de quoi on parle quand on parle de la culture. Et peut-être le mieux, c'est de commencer à raconter une histoire. Hein. Une histoire qui commence il y a 50 000 ans, c'est-à-dire bien après les débuts d'Homo sapiens, mais bien avant l'invention de l'agriculture, hein, qui a lieu il y a à peu près 12 000 ans. Il y a 50 000 ans, sur le pourtour de la Méditerranée, au cœur, au sud de l'Europe, en Asie, on voit apparaître ici et là euh, des formes de gouvernance, des formes d'organisation sociale, des principes de morale, voire de justice. On voit apparaître des croyances religieuses, on voit apparaître des rituels, des manifestations artistiques, technologiques. On voit apparaître ce qu'on pourrait appeler des civilisations et de la culture. Alors, cette culture, on a eu tendance, les philosophes ont eu tendance à le faire, à l'opposer à la nature. Si on suit un Antonio Damasio, je vous recommande énormément ce petit ouvrage, L'ordre étrange des choses, la vie, les sentiments et la fabrique de la culture, eh bien, on réalise qu'il y a peut-être beaucoup plus de continuité que l'on croit entre nature et culture et que de fait, rien de grand, de fait, ce qui est culturel ne s'est fait sans passion. Antonio Damasio nous expliquant que les sentiments de douleur et de plaisir sont sans doute à l'origine d'événements déclencheurs, de questionnements, de modes de compréhension et de résolution de problèmes et d'invention par les humains, de parades, au fond, pour s'adapter à des situations difficiles, pour élaborer des stratégies pour s'épanouir durablement.
c'est sans doute cette dimension émotionnelle pèse énormément dans les processus d'innovation. Dis-moi ce que tu redoutes, dis-moi ce qui te fait kiffer, dis-moi ce qui te fait kiffer, je te dirai ce que tu es en capacité d'inventer. Autrement dit, la culture, telle que je viens d'essayer de la présenter dans sa genèse, nous renvoie pas à ce qu'elle est devenue. À partir de ce que Hannah Arendt, dans un magnifique ouvrage, vous l'avez vu, j'ai un nouveau métier qui est de la publicité pour les ouvrages, là ce soir, La crise de la culture, à lire absolument, dans un magnifique ouvrage qui s'appelle La crise de la culture. Donc, ce qu'elle est devenue à partir de cette crise de la culture, c'est-à-dire la culture comme un secteur d'activité, une activité de production, de diffusion, de commercialisation, de consommation de biens culturels, la culture comme un ensemble d'établissements et d'équipements culturels institués, comme le sont les musées, voire les théâtres, la culture comme une offre de services et de pratiques. Donc la culture dont on parle ici, ce n'est pas la culture non plus, je l'ai déjà évoqué au sens philosophique du terme, quand on l'oppose à la nature, mais c'est la culture au sens où les sociologues, les anthropologues en parlent, c'est-à-dire la culture comme ce qui est commun à un ensemble d'individus, la culture comme ce qui les soude, ces individus, la culture comme ce qui les fait tenir ensemble, la culture comme ce fond commun dans lequel on va puiser et dans lequel on va ou non pouvoir déployer une innovation. Alors, je ne vois pas de questions. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. J'enchaîne. C'est une manière de rappeler que toutes vos remarques, contributions, réactions, suggestions et questions sont les bienvenues. Alors, au cours des dernières années, il y a un certain nombre d'innovateurs, et notamment d'innovateurs territoriaux, qui ont pas mal insisté sur le fait que l'innovation passait par la construction d'une nouvelle culture. Je pense à Sandrine Roudot, qui autrice et par ailleurs une éditrice, les éditions de la Mer Salée, qui défend l'idée d'une culture de la clairvoyance, d'une culture de l'utopie, d'une culture de la résistance. Je pense à Julia Passot, qui est avec nous, dont je n'oserais pas, à laquelle je n'oserais pas me substituer pour dire ce qu'elle défend comme conception de la culture. En tout cas, je crois à une conception de la culture comme quelque chose d'inspirant et qui engage la totalité de l'individu, de l'être, aussi bien au plan sensible, au plan esthétique, d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel. Les innovateurs sociaux, je pense à des gens comme la Maison Forte, près d'Agen, qui défend l'idée d'une démocratie culturelle comme une composante indispensable de toute démarche d'innovation. Je pense à l'Espace Libre de Charleval. François Bouchon, qui est avec nous de France Bénévolat, connaît les démarches de l'Espace Libre de Charleval. L'Espace Libre de Charleval, très investi sur la question du vieillissement, considère qu'on ne peut relever le défi du grand vieillissement, on ne peut créer des systèmes locaux de solidarité que si la communauté se met dans une démarche d'anticipation intergénérationnelle extrêmement forte. Et donc, dans la menée de cette expérimentation autour de la création d'un écosystème local de solidarité,
l'espace libre de Charleval a mis en place, à l'intention des habitants du territoire, j'en reparlerai un peu en détail au plan de la méthodo, des ateliers de prospective opératoire, hein, pour pouvoir véritablement anticiper, se projeter, hein, écrire un récit sur le devenir de ce territoire, écrire un récit sur ce que signifiera vieillir de demain, ce que signifiera demain l'intergénérationnel, écrire sur la manière dont on va concrètement le mettre en place sur ce territoire. Donc, beaucoup d'insistance de quelques-uns au cours des dernières années sur le fait que l'innovation passait par la construction d'une nouvelle culture. Moi, je crois que tous ces innovateurs nous disent tous peu ou prou la même chose. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il est plus qu'urgent de réinterroger ce qui nous lie, de réinterroger nos valeurs, de réinterroger notre imaginaire social, de mettre en exergue les enjeux culturels de notre société, des enjeux culturels par rapport auxquels il est important que nous trouvions de nouvelles sources d'inspiration, à la fois individuellement et collectivement. En fait, en préparant cette intervention, et aussi parce que j'essaye de l'esquisser dans l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, moi je crois que toute innovation a une composante culturelle, dans les faits. Toute innovation a une composante culturelle. Alors c'est quoi une composante culturelle d'une démarche d'innovation? Je vais essayer de prendre un exemple tout simple. Par exemple, sur l'innovation numérique dans les collectivités, sujet sur lequel je travaille pour partie en ce moment. L'innovation en lien aux nouvelles technologies dans les collectivités, c'est avant tout centré sur, en fait, a été commandé par l'a priori que la mission centrale de l'action publique était d'offrir des offres de services aux habitants et de les gérer. Du même coup, les principales innovations dans le champ du numérique ont porté sur le fait que les services puissent être accessibles, à minima qu'on puisse avoir l'information à propos de ces services de manière dématérialisée, et ont porté principalement sur les solutions de gestion que l'on pouvait mettre en œuvre pour renforcer une forme d'efficience dans la gestion des services. Autrement dit, mais par contre, ça a été dans les faits, même si on a quelques contre-exemples, extrêmement faible sur l'open data, par exemple, en France. Il y a des collectivités qui innovent sur l'open data, mais c'est une minorité de collectivités. C'est-à-dire que la question du partage de l'information, de l'accès à la connaissance, n'a pas été conçue comme faisant partie des missions cardinales de l'action publique. Il y a quelques solutions de civic tech qui ont été mises en place sous l'impulsion de start-up qui incitaient à mettre en place qui des méthodes de consultation des habitants, qui des méthodes de construction de l'action publique, mais somme toute, dans les faits, quand on regarde les chiffres, ça a été relativement peu développé. Il y a donc, de fait, en fait, la composante culturelle d'une démarche d'innovation, c'est ce qui définit le champ du possible. Ce qui définit le champ du possible, ce qui est imaginable, ce qui est envisageable, ce qui est concevable, ce qui inversement est interdit, ce qui est pertinent, ce qui est insensé. En fait, c'est à la fois un cadre d'intelligibilité, un cadre de signification et un cadre d'action. C'est ce qu'un monsieur qui s'appelait Thomas Kuhn appelait un paradigme. C'est ce qu'il appelait le paradigme, notion qu'on utilise beaucoup, quelquefois à mauvais escient dans les démarches d'innovation. C'est ce que les psychologues cognitifs
appelle les schèmes de pensée ou les frames, c'est-à-dire ces structures mentales, pourrait-on dire, au travers desquelles on appréhende le monde, on appréhende une réalité donnée et on organise le réel, hein, et on définit précisément ce qui est ou non du champ du possible. Donc, on a cette dimension culturelle de fait dans toute démarche d'innovation, mais en fait, c'est cette dimension culturelle, elle est souvent implicite. Cette dimension culturelle, elle est souvent implicite. Et quand elle est implicite, en fait, c'est très difficile d'innover et surtout d'innover collectivement, d'innover ensemble. Et du même coup, puisqu'on n'arrive pas à innover ensemble, de s'emparer de la complexité du monde, le fait d'avoir une diversité de points de vue étant la méthode la plus efficace qu'on a trouvée jusqu'à présent pour s'emparer de la complexité du monde. Donc c'est pour ça que dans les démarches d'innovation, par exemple, ce qui touche à la précision des mots que l'on utilise est quelque chose de tout à fait central. J'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur les démarches d'innovation en ce qui concerne l'action en direction des publics en situation de handicap et plus largement en ce qui concerne l'action en direction des publics en direction des personnes, pardon, sur l'action auprès des publics en difficulté. Et selon le sens, par exemple, que l'on donne à la notion d'inclusion, on ne va pas aller sur le même type d'action. Si on prend l'inclusion au sens où les mouvements qui se sont préoccupés du handicap l'entendent, l'inclusion, c'est une démarche où on ne demande pas à la personne de s'adapter aux organisations sociales, mais au contraire, on va veiller à ce que les organisations sociales prennent en compte la diversité des situations des individus. C'est-à-dire les démarches d'inclusion sont des démarches où ce sont les organisations qui s'adaptent aux individus et non pas comme les démarches qu'on appelle d'activation où on demande à la personne de s'adapter aux organisations comme c'est le cas dans la plupart des démarches d'insertion. Donc, certains d'entre vous le savent bien, toute l'importance dans les démarches d'innovation qu'il y a à préciser les mots, hein, les concepts, qui est la base même d'une culture. C'est ce qui nous permet de tenir ensemble, hein, de nous comprendre, de comprendre le monde, d'échanger. C'est déjà avec les mots qu'on le fait. Importance également de construire ou de partager la culture nécessaire à la résolution d'un problème. J'écoutais l'autre jour un podcast du Monde fort intéressant sur les impacts économiques de la crise du coronavirus. Et la personne développait en expliquant que nous étions dans une situation qu'on n'avait jamais connue en matière d'économie, où on avait arrêté une machine économique et on allait relancer une machine économique. Et la personne concluait, et de fait, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre, puisque il s'agissait de relancer la machine économique, la machine qui ne produisait plus. Je ne vous cache pas que j'ai été assez amusé, je m'amuse d'un rien, finalement d'entendre qu'on appliquait un modèle d'économie de marché à la relance de la machine économique. D'abord, me dire qu'il n'y a qu'un problème d'offre, c'est me laisser entendre que toutes les personnes au cours du coronavirus auraient eu un maintien de leurs revenus, ce qui est absolument faux. Ce n'est pas vrai. On a tout un ensemble d'études qui nous montrent que ce n'est pas vrai. Ce modèle-là est par ailleurs insuffisant parce que nous sommes dans une économie où il n'y a pas qu'une économie marchande en France. On a aussi, pour le coup, ce sont aussi des services publics qui se sont arrêtés. Ce sont des structures de l'économie sociale et solidaire qui se sont arrêtées. Donc, là, on est dans une situation typique où
il faudrait bien se donner les moyens à partir des matériaux qui existent, des concepts qui existent, parce que pour penser ça, les concepts existent, notamment en économie politique et en économie du développement, pour penser les innovations qui seraient nécessaires pour relancer la machine économique. Et puis, c'est important d'expliciter, enfin, comment dire, d'où l'importance, enfin, par le fait même qu'il y a de l'innovation culturelle dans toute démarche d'innovation, d'expliciter les fondements culturels d'une innovation. Moi, je suis assez intéressé par ce qui se passe autour de l'affaire du trekking. Vous savez, cette magnifique invention qui va permettre, à partir de la communication entre nos portables, de savoir avec qui nous avons été en contact au cours des 10 derniers jours, ce qui permettrait, si l'un d'entre nous tombe malade du coronavirus, de tout de suite alerter les autres personnes qui auraient été en contact avec nous. Ce qui est fascinant dans cette affaire-là, c'est que cette innovation aurait été absolument inconcevable il y a 2 mois et demi ou 3 mois. Ça aurait été des hurrahs, il y en a quelques-uns de hurrahs. Enfin, c'est pas, on n'entend pas des bruits de casserole en lien à cette innovation-là. Ça aurait été inconcevable il y a quelques mois, et finalement, ça rappelle cette citation de je ne sais plus qui dit qu'en fait, les solutions attendent les problèmes. Et non pas les problèmes attendent les solutions. C'est-à-dire qu'on a une capacité technique à le faire, mais on ne l'activait pas jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas encore formulé le problème de telle manière qu'on puisse dire, eh bien, peu importe les questions de liberté individuelle, peu importe les questions de souveraineté de la puissance publique dans la maîtrise des données, peu importe le fait qu'on livre des données privées sans savoir quelle exploitation va en être faite par les géants du numérique, puisqu'il s'agit de sauver des vies, c'est ça qui est prioritaire et tout le reste importe peu. J'ai lu quelques tribunes d'intellectuels, dont certains que j'estime hautement, expliquant non, non, il faut y aller. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a toujours des fondements culturels derrière une innovation. Et là, on le voit que on déclenche une solution parce que le problème est posé en des termes qui rend possible la solution. Aujourd'hui, le problème est posé en des termes où est affirmée une hiérarchie, ou plutôt une priorisation des besoins. D'abord survivre, puis ensuite produire, puis éventuellement, après, en tant que de besoin, être libre. La solution tout de suite, la souveraineté ensuite. Vous aurez en même temps compris tout l'intérêt qu'il peut y avoir pour certains, parce que la dimension culturelle d'une innovation reste dans certains cas implicite, puisque là, finalement, tout est permis. Si cela permet de sauver des vies, y compris en sacrifiant d'autres d'ailleurs, comme tout était permis avant, si cela permettait à l'action publique de gagner en efficience. J'espère qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sens de mon propos, c'est bien pour insister sur le fait que la dimension culturelle est toujours présente dans toute innovation, mais elle peut être explicite ou implicite, et selon qu'elle est explicite ou implicite, le champ du possible n'est pas forcément le même. J'ai vu qu'il y avait tout un ensemble de quelques questions qui étaient venues. Stéphanie, je crois que c'est toi qui… Oui. C'est ça. Donc il y a 3 questions, ou du moins 2 suggestions de questions, si j'ai bien compris. Donc une première suggestion de Julia. Julia qui dit construire une culture commune, certes, mais on doit aussi prendre en compte l'aspect diversité des imaginaires et les formes d'intelligence. Donc, pas seulement la culture. Est-ce que tu souhaites réagir? Peut-être que Julia veut développer cette idée-là, peut-être dans un premier temps.
Je pense que je me suis un tout petit peu mal exprimée. En effet, l'idée, en fait, c'était de dire, quand on parle de culture commune, je suis la première à en parler dans mes projets. Euh, je pense que l'écueil, c'est de vouloir construire justement une seule culture commune. Euh, et, de, et du coup, ça rebondit avec ce que dit Gaël sur la collapsologie, qui semble être un peu le seul horizon culturel alternatif qu'on nous propose aujourd'hui. Mais c'est de faire attention à ne pas retomber dans le diktat d'une pensée unique, et de bien prendre en compte justement la diversité. Alors j'ai parlé des imaginaires et des formes d'intelligence, mais en fait c'est bien plus que ça. Euh, et du coup, c'est comment en fait construire une culture commune, mais qui soit aussi qui englobe des cultures. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est qu'il ne soit pas qu'on puisse raconter une multitude d'autres histoires et pas qu'une seule. Euh, comment dire? Moi, enfin, je pense que c'est un point tout à fait central. Euh, euh, Sans doute construire une culture commune qui soit une culture de la diversité. J'y reviendrai un peu, je dirais, dans le quatrième temps de mon intervention sur les méthodes, parce que je dirais que quand on essaye d'innover, il faut surtout éviter la monoculture. Hein. Faut éviter la monoculture. C'est important qu'on ait au contraire un croisement des cultures. Et par ailleurs, d'un point de vue social, mais ça j'y reviendrai si vous voulez bien un tout petit peu plus loin dans mon propos, d'un point de vue social, on a aujourd'hui une diversité culturelle que nos modèles sociétaux ont énormément de mal à prendre en compte. On s'en rend compte quotidiennement dans les démarches d'innovation sur le volet social, hein, où il y a des processus de catégorisation social est extrêmement fort, qui amène à concevoir l'action publique, voire même la réponse associative comme devant ressembler à cela, au lieu d'être des réponses qui savent prendre en compte la diversité des situations, la diversité des formes d'implication, des formes d'engagement. Dans le champ associatif, dans le champ du bénévolat, cette question de la diversité est tout à fait centrale. Dans le champ de l'accès aux droits, cette question de la diversité est complètement centrale. Et moi, je crois que dans le champ de l'imaginaire, cette diversité est sans doute centrale aussi. Ensuite, nous avons une deuxième question, ou plutôt une réflexion de la part de Cornelia sur la culture des traumatismes. Que, apparemment, les traumatismes seraient nécessaires pour pousser finalement l'humain dans ses derniers retranchements et innover. C'est un peu ça, hein, si j'ai bien compris, Cornelia. J'écris ça plutôt pour faire réflexion à ce qu'il disait François sur implicite et explicite. Le fait que, enfin, j'ai essayé d'analyser, par exemple, les guerres, enfin, ce que l'humanité a vécu pendant des années pour son développement. Il y a beaucoup de conflits qui ont eu lieu, notamment les deux guerres mondiales. Et on a cette tentation en tant qu'humain d'y aller toujours, de pousser très loin et on vit pas le présent. Je donne l'exemple du réchauffement climatique, qu'on a besoin d'aller très loin pour donner une réponse. Donc cette culture implicite qui justement les résultats ils vont pas être les mêmes. Si elle était une culture explicite, si on prenait le temps de voilà de pas regarder juste vers ce qui donne un résultat immédiat, mais plutôt
voilà, de l'égalité, toutes les possibilités, d'être un peu plus posé comme êtres humains. Je ne sais pas si je m'explique. Si, mais je pense qu'il y a plusieurs questions, mais j'avoue que moi, j'ai pas la réponse forcément à toutes. Je pense qu'il y a une question un peu du type est-ce que c'est que sous la contrainte ou dans la nécessité qu'il y a innovation? J'avoue que j'en sais rien. Je pense que c'est une question tout aussi factuelle que philosophique. Euh, euh, L'innovation, ça peut être aussi un acte de liberté. Hein. C'est pas qu'une réponse à la contrainte. Quand on regarde le parcours d'innovateurs, je l'ai dit la dernière fois, il y a souvent des gens qui sont porteurs d'un idéal. Ce qui est certain, c'est que la contrainte peut être l'urgence amène peut-être à trouver des raccourcis qu'on n'aurait pas empruntés sans cette urgence. Mais bon, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il y avait une question de Gaël, je crois. L'innovation dominante semble s'inscrire et répondre à une certaine logique économique qui est déterminée. Quelle serait l'alternative? Est-ce que la seule alternative, justement, ça serait la collapsologie, pardon? Je ne comprends pas la question. Gaël. Gaël. Bonjour. Bonjour. D'abord, cette série de rencontres qui effectivement apportent vraiment quelque chose parce qu'on est quand même dans un contexte où il y a beaucoup de rencontres qui sont, enfin de webinaires, etc., qui sont organisés et vraiment par rapport à tout ce qui existe, je trouve que l'approche là qui est proposée est vraiment originale et intéressante. Ceci étant dit, oui, ma question c'était la suivante. Quand on parle d'innovation culturelle et en vous écoutant, c'est vrai que je me dis qu'on est quand même dans un contexte qui apporte quand même un certain nombre d'opportunités, notamment l'opportunité un peu de faire redescendre cette innovation avec un grand I de son piédestal et de pouvoir aussi la remettre en question par rapport à la manière dont elle était exercée, parce que elle était exercée en voulant répondre avec un certain nombre de présupposés économiques, politiques, culturels. Quand on dit innover, c'est pour répondre à des besoins, mais on ne cherche pas forcément à répondre à n'importe quel besoin. Il y a toujours des choix qui sont faits. Et puis, il y a une façon aussi de vouloir y répondre avec quand même, par exemple, quelque part, toujours cette optique d'efficience. En tout cas, moi, je parle pour les formes d'innovation que j'ai pu voir dans un certain nombre d'administrations. Et je trouve que le contexte actuel est opportun parce qu'effectivement, ça permet de se dire finalement, eu égard aux défis qui sont devant nous, l'innovation, elle pourrait aussi reposer sur un certain nombre d'autres principes. Et une fois qu'on se dit ça et qu'on essaye de voir finalement sur quel type de fondement culturel cette sociologie, politique, cette innovation pourrait s'appuyer, ben, finalement, je trouve que le paysage est relativement, enfin, nous laisse assez désarmés. Et la seule pensée un peu alternative qui propose justement une alternative assez radicale et donc différente, ça semble être la collapsologie. Alors, je voulais partager avec vous pour savoir si vous partagiez tous ce constat, si je faisais fausse route et si vous voyez effectivement d'autres fondements et si jamais il n'y en avait pas d'autres, enfin, qu'est-ce qu'on, voilà, comment on pourrait s'y prendre ou sur quoi se fonder pour essayer d'arriver justement à faire une innovation qui soit effectivement différente. Je finis juste par un dernier mot, pardon, je suis un peu longue, en disant finalement, pour revenir sur cette histoire de tracking, je ne sais pas si vous avez écouté là à l'instant Édouard Philippe, mais on voit bien qu'il a
reculer, c'est-à-dire on ne sait pas du tout finalement si cette application Stop Covid sera effectivement mise en place. Alors on ne sait pas si c'est pour des raisons techniques ou si c'est effectivement un contexte finalement d'inquiétude qui a fait que le gouvernement reculerait là-dessus. Mais je trouve que c'est quand même un signal relativement intéressant. Avant cette crise sanitaire, on pouvait croire qu'on était justement dans le tout numérique, que ça faisait consensus, qu'il n'y avait aucun souci là-dessus. Et puis finalement, on voit que le contexte est beaucoup plus, peut-être pas si simple que ça, et qu'il y a vraiment de quoi, il y a un champ libre pour proposer des alternatives finalement. Donc c'est un contexte qui est aussi porteur un peu d'espoir. Après, tout dépend comment nous, on arrive à pleinement se saisir de ces opportunités et de pouvoir en profiter. Voilà, merci. On pourra peut-être en débattre plus largement tout à l'heure, mais comment dire, il y a une prégnance très forte de l'imaginaire technologique au cours de tout le XXe siècle et du début du XXIe siècle. Je l'évoquais rapidement la dernière fois, hein, puisque c'est à partir du moment où se diffuse l'idéologie du progrès que se développent véritablement les théories de l'innovation, et les plus belles théories d'ailleurs sont liées aux technologies. La petite minute publicitaire, lisez absolument du Simondon hein, sur l'innovation dans les technologies. Mais il y a d'autres imaginaires que l'imaginaire technologique, et des imaginaires qui sont somme toute assez puissants, moi je trouve. On a l'imaginaire environnemental, qui est un imaginaire qui s'est fortement développé au cours des 40 dernières années. On a l'imaginaire et on a tout un imaginaire dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui quelquefois fait alliance avec l'imaginaire environnemental, mais qui est somme toute un imaginaire assez puissant. Donc, après, il y a différents récits qui sont faits en lien à ces différents imaginaires. Alors, la collapsologie, c'est peut-être une dystopie de l'imaginaire environnemental. Voilà, je pense qu'il y a je pense qu'il y a quand même des imaginaires sur la table. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait d'autres questions, c'est peut-être d'enchaîner, afin que je développe le point d'après, parce qu'on va peut-être revenir sur certains sujets. Ça vous convient ? Il y a juste une question, je vois, de Jean-Éric Aubert à l'instant concernant les imaginaires. Alexis, lui, avait posé une question sur le tracking, mais elle a été évoquée avec Gaël Rougerie. Et là, la question de Jean-Éric, c'est comment changent les imaginaires? Comment on les fait changer? Comment ils changent? Eh bien, je n'ai peut-être pas tout à fait la réponse. Je vais essayer quand même dans le quatrième temps de dire comment nous, on procède pour essayer de faire changer les imaginaires quand concrètement on est sur le terrain. Parfait. Excusez-moi. Qui va être question de la place de la question culturelle, une place centrale. Oui, alors, je le disais, la culture comme composante de toute démarche d'innovation, moi, ce qui m'a frappé au cours des 20 dernières années de mon travail dans l'accompagnement de l'innovation territoriale, c'est le fait que la question culturelle prenait une place de plus en plus importante dans l'ensemble des démarches d'innovation. Et notamment quand ces démarches d'innovation étaient articulées à des démarches
de prospective. On peut donner des exemples à l'envi, hein, quels que soient les domaines du développement territorial. Dans le champ économique, c'est le développement d'une culture où l'on part des ressources humaines, où l'on part des conditions d'une attractivité sociale des territoires, ce qui est une rupture complète, hein, finalement, dans l'approche classique du développement économique. Dans le champ des technologies du numérique, c'est, par exemple, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, de développer une culture de la donnée, culture qui est pratiquement absente dans les faits dans les collectivités territoriales, hein, même si on parle des systèmes d'information géographique depuis des années, hein, il n'y a pas à proprement parler une culture de la donnée, de l'information, de son traitement, de son interprétation. Or, les technologies du numérique, hein, avant d'être du matériel, avant d'être des applicatifs, c'est quelque chose qui sert à traiter de l'information. Et une culture du numérique, c'est une culture de la donnée. Dans le champ de la transition écologique, c'est la nécessité d'utiliser de nouveaux modèles économiques. On n'arrive pas sur un territoire concrètement à mettre en place un projet de transition écologique qui tienne la route si on raisonne business model. Il faut utiliser des modèles qui relèvent de l'économie sociale de territoire, qui relèvent de l'économie symbiotique, minute de publicité, hein, les travaux d'Isabelle Delannoy, hein, l'économie symbiotique, des travaux magnifiques, et puis plus largement de développer une culture du vivant. J'étais en échange avec quelqu'un qui s'occupe d'un parc naturel sur le Val d'Oise en début d'après-midi, en fin de matinée, et qui me parlait des formations qu'ils étaient amenés à développer pour qu'il y ait un respect des écosystèmes, et que c'était tout un ensemble d'actions de sensibilisation, de formation autour de ce qu'est le vivant, y compris, tenez-vous bien, mais c'est vrai que c'est dans le Val d'Oise et donc proche du Vexin normand, auprès de la population de chasseurs. Hein, on va leur expliquer ce qu'est le vivant et on développe une culture du vivant. Pour ceux qui sont dans le champ du social, et je sais que vous êtes plusieurs à intervenir dans ce champ-là, du côté des CAF notamment, c'est la nécessité de passer du faire pour au faire avec. Et en écho à la question qui a été posée tout à l'heure par Julia, de raisonner diversité, de raisonner systèmes locaux de solidarité, et pas simplement système de protection sociale à une échelle nationale, mais aussi de raisonner local dans la mise en place de ces systèmes de solidarité. Donc, chaque fois qu'on est vraiment en anticipation, qu'on se dit comment on va faire face à cet enjeu, on voit bien qu'il y a la nécessité de ces changements de culture. Par exemple, pour prendre le passage du faire pour au faire avec, on se rend compte en permanence combien c'est dur d'opérer cette transition culturelle dans les pratiques et notamment dans les pratiques des travailleurs sociaux. J'ai affiché toutes les diapos en même temps. Oui, en effet. Excusez-moi. Donc, et une grosse partie de notre boulot, quand on accompagne des démarches d'innovation, consiste à faire évoluer et les représentations et les pratiques. Et si je prends la question du passage du faire pour au faire avec, je ne sais pas si vous aurez noté que la plupart des innovations qui ont été mises en œuvre par des organismes sociaux ou des structures d'animation de la vie sociale dans la phase du confinement sont dans des logiques de faire pour et pas dans des logiques de faire avec. On en échangeait l'autre jour avec Jean-Luc Léger qui n'a pas pu nous rejoindre comme il le souhaitait pour cause de rage de dents. Pourquoi on n'associe pas directement les conseils citoyens à la gestion du confinement et à la gestion des confinements?
hein. Et là, on a notre modèle national de l'État-providence, hein, qui fait pour et qui pense pour, qui est extrêmement prégnant. Alors peut-être pour commencer de répondre à la question qui était posée par Jean-Éric, il est quelle heure? Parce que je ne peux pas non plus vous prendre toute votre soirée. 5h30, presque 5h30. Alors, je fais vite. Non, mais comment on travaille sur les imaginaires? Alors, moi, je crois que déjà, la crise du coronavirus, hein, elle révèle l'urgence d'un changement culturel, le passage à une culture de l'anticipation et de l'incertitude. On en a parlé la dernière fois, on en a parlé lors du webinaire de lancement. La culture d'une pensée systémique et de l'interdisciplinarité, on est en plein sur cette question-là aujourd'hui. Mais je crois aussi la culture de la responsabilité territoriale, hein, des impacts sociaux et environnementaux de notre action, de nos économies, au fait, responsabilité territoriale et au fond de l'éthique. Hein. Je vais être explicite je vais essayer d'être explicite dans ce que je pense. Il faut savoir quand même que toutes les innovations qui viennent du champ des startups, qui existent dans le champ du numérique, ont un lieu de naissance et des périodes de naissance, et c'est ce qu'on appelait le mouvement, c'était le néoculturalisme, hein, fondé sur des principes très individualistes, somme toute extrêmement matérialistes. Hein. L'objet du néoculturalisme, c'était précisément de se défaire de tous les carcans culturels, nationaux, locaux qui pouvaient exister, et de permettre à l'individu de créer sa propre culture qui lui permettrait son épanouissement individuel. Donc, là, on a un vrai enjeu de dépassement d'une culture, hein, qui est née dans les années 80-90, et je crois que c'est important qu'on prenne le temps de se demander si le changement culturel dont il s'agit aujourd'hui est un petit changement culturel ou un grand changement culturel. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on soit dans la continuité ou dans la rupture? Moi, ce qui me frappe, et ça renvoie aux remarques de Gaël tout à l'heure, c'est le nombre de personnes qui en profitent pour nous fourguer le modèle dont ils étaient porteurs avant la crise. Ça me fascine. Il y a vraiment une question qui est de savoir comment on peut se mettre dans une situation apprenante sur les modèles culturels qu'on va mettre en œuvre pour répondre à la situation de crise. Alors, je vais en donner, quitte à me faire des ennemis, mais il faut avoir quelquefois des ennemis pour avoir des amis. Non, mais bon, bien sûr, le modèle du libéralisme et de la libre concurrence. Vous avez entendu quand même les débats autour du fait de savoir si finalement il fallait maintenir les moratoires par rapport au climat et le respect de normes environnementales. Hein. Il y en a qui osent quand même poser ces questions-là. On a bien sûr tout ce qui a trait au nationalisme, mais j'aurais tendance à interroger aussi précisément l'imaginaire environnemental dont je parlais tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire ces modèles-là, est-ce qu'on ne doit pas aussi les nourrir de la complexité du réel? J'étais l'autre jour dans un webinaire passionnant, mais qui était qu'entre des gens convaincus de la question environnementale. Et à aucun moment on a parlé de la question sociale. Comment l'imaginaire environnemental peut-il se nourrir de la question sociale? Très fortement. Je trouve que c'est un point tout à fait important aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, avant peut-être d'aller répondre à la question de Jean-Éric, il faut se prendre le temps d'un détour en essayant de se demander qu'est-ce que nous apprend la crise sur les impensés de notre civilisation. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Gros travail, donc moi je vais juste vous faire part de quelques intuitions.
vous lisez la presse comme moi. La crise, elle nous apprend qu'on est interdépendants. Vous savez un peu. Mais qu'on est interdépendants au plan sanitaire, humanitaire et social. C'est-à-dire qu'il faudrait sans doute un peu plus de mondialisation au plan social et un peu moins de mondialisation au plan économique. La crise, elle nous apprend que nos sociétés, elles ne sont pas du tout résilientes. C'est-à-dire qu'au moment où un bateau comme la France tombe sur un petit virus, tout petit, et s'échoue contre ce virus, il y a toute une partie de la population qui dévisse. Je prenais l'autre jour la métaphore quand on échangeait à la Société française de prospective d'un bateau tel le Titanic. Tous les passagers de seconde et troisième classe se retrouvent à la mer. C'est-à-dire que nos systèmes ne sont pas résilients d'un point de vue social, quand bien même il existe les protections sociales dont on se targue dans notre pays. Moi, je crois que la crise, elle nous apprend également que nous sommes face à un risque extrême de barbarie. J'évoquais tout à l'heure la position, pour ne pas le nommer, si je vais le nommer, non, mais du MEDEF par rapport au respect des normes environnementales. Le débat sur le fait de savoir si on verse des aides ou non à des entreprises qui sont dans des paradis fiscaux. Faut oser quand même. Il y a le tracking dont je parlais tout à l'heure. Risque extrême de la barbarie. C'est affreux ces inégalités qu'on vit aujourd'hui face à la crise du coronavirus. Où des gens, parce qu'ils ont des emplois précaires, mettent leur vie en danger chaque jour. Alors ils nous livrent chez nous, mais ils ont bien leur vie mise en danger. Oui, c'est la barbarie de confiner des gens qui vivent des violences familiales. Oui, c'est de la barbarie que de donner des ordres de priorité dans des files de réanimation. Oui, c'est de la barbarie, des risques de barbarie, quand on sait qu'aujourd'hui, les mafias en Italie sont en train de profiter de la carence de l'État, à la fois pour pouvoir soutenir l'économie et pour pouvoir soutenir les individus. Donc c'est la mafia qui aujourd'hui, en Italie, apporte des aides sociales et par ailleurs soutient une partie des entreprises. Et la crise nous apprend aussi, j'espère que je retrouverai la plupart d'entre vous dans d'autres conférences débats et que mes positions ne vous choquent pas, non, mais nous apprend ou nous confirme la grande corruption des États, voire de nos institutions internationales. Elle nous confirme le défaut d'éthique en politique, et pas seulement de la part des élus, mais aussi le défaut d'éthique en politique de la part de nos concitoyens. Parce que c'est un manque d'éthique en politique que de continuer à se faire livrer des choses absolument pas indispensables qui mettent en danger la vie d'autrui. Parce que c'est un manque d'éthique en politique que de se dire, eh bien, moi j'ai droit à des vacances, donc je vais prendre mes vacances, quitte à déplacer le virus ailleurs et mettre d'autres personnes en danger. C'est un manque d'éthique en politique. Donc, la crise, elle nous apprend la nécessité de fonder une société radicalement nouvelle. Une société radicalement nouvelle, alors sans doute une société qui n'est pas consommatrice, mais plutôt contributive, qui n'est pas une société égoïste et de concurrence, mais plutôt d'empathie et de coopération, une société qui n'est pas une société de discrimination, mais d'inclusion, une société qui n'est pas une société de la superficialité, mais sans doute de l'authenticité, et puis une société qui n'est pas une société de l'immoralité, mais vraiment une société éthique. Peut-être réponse à quelques questions, et puis mise en perspective pour essayer de répondre à la question de Jean-Éric.
n'y a pas de question, mais une remarque de Claudine Oriot concernant le déconfinement qui dit pourquoi ne pas aussi associer les associations de terrain, justement, dans les réflexions sur le déconfinement. Eh bien, Claudine, je suis ravi que vous nous ayez rejoints. Les associations, on ne les associe pas parce que nous sommes dans un pays où il y a quand même une tendance à avoir une relation de la puissance publique aux associations qui est une relation de commanditaire à prestataire. Et de fait, qui considère que les associations ont à exécuter ce pourquoi on les finance, et non pas une reconnaissance des associations comme pouvant être force de proposition, force d'engagement, et une reconnaissance des associations comme étant une composante indispensable d'une société civile dans lesquelles, je dirais, il n'y a pas que la tête et les jambes, hein, mais où il y a bien toute une capacité d'invention, d'imagination, de suggestion, d'expertise et d'engagement pouvant être fédérés par les associations. Là, je crois qu'on est également sur un problème de modèle culturel et c'est assez fascinant de voir comment, dans cette crise-là, oui, on va se targuer du fait qu'on trouve des solutions rapidement et au fond, on retombe aussi bien souvent, mais dans des archaïsmes, dans la conception de nos fonctionnements sociaux. Et en France, dans nos fonctionnements, on a toujours ces modèles descendants absolument pas impliquants et qui ne s'appuient pas sur la richesse des contributions pouvant être apportées par ceux qui s'investissent, s'engagent et agissent. Pas d'autres questions? Je te propose qu'on passe peut-être aux outils. Donc, les outils, je vais donc essayer de répondre à la question de Jean-Éric. On utilise, quand on a concrètement accompagné ces changements culturels, une diversité de méthodes et de techniques. Il y en a une que je n'ai pas recitée, hein, mais c'est le fait d'expliciter les notions, les concepts et de les partager. En fait, ça, c'est tout à fait décisif pour, je dirais, ouvrir l'imaginaire. C'est d'une certaine manière, à partir du moment où les notions sont claires, sont explicites, que leur potentiel et leur horizon possible de sens s'ouvrent complètement. Je peux reprendre l'exemple que j'ai développé tout à l'heure autour de la notion d'inclusion. Si j'explicite que l'inclusion, c'est un processus qui consiste à interroger le fonctionnement de nos organisations sociales, d'entrée de jeu, ça ouvre un champ des possibles et ça ouvre un champ à l'imaginaire. Tout ce qui est démarche d'écriture, de récit, hein, peut aider à ouvrir l'imaginaire. Je participais l'autre jour à un webinaire avec des ateliers d'écriture où on partait de la situation du coronavirus et on devait raconter une histoire qui durait pendant une dizaine d'années sous forme d'un roman. Tout ce qui est écriture de nouveaux récits aide à développer l'imaginaire. Je crois aussi beaucoup à tout ce qui est exercice de prospective opératoire. La prospective, vous le savez, c'est cet art de construire des futurs souhaitables. Bien souvent, la prospective s'arrête au fait de dire voilà ce qu'il peut arriver, voilà les scénarios envisageables, sachant que depuis des années, un certain nombre de prospectivistes de terrain, pourrait-on dire, sont amenés à aller plus loin. Hein, une fois qu'on dit voilà ce qui peut arriver, travailler à dire et que voulons-nous qu'il arrive et comment
parvenir. Et dans ces cas-là, on est sur la prospective opératoire, on fait des scénarios d'anticipation, on explicite les changements à conduire, on explicite le type d'action qui vont pouvoir créer ces changements-là. Tout ce qui est interculturel, pour faire écho à nouveau à ce que disait Julia, est extrêmement intéressant, en fait, pour ouvrir l'imaginaire. José, je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, développe une démarche autour de la lutte contre les discriminations, ou plutôt la prévention des discriminations, en disant, mais si on veut s'emparer de la discrimination sur un territoire, il faut précisément croiser les points de vue et notamment bien prendre en compte le point de vue des discriminés et de la manière dont ils vivent la discrimination et de la manière dont les acteurs qui les entourent les mettent en situation d'être eux-mêmes, en tant que discriminés, producteurs de la discrimination. Et donc, là, à partir de l'échange de points de vue entre acteurs qui sont à différentes places dans le système, on travaille à développer l'imaginaire. Un peu comme si je vous disais, tiens, tu vois la vallée de tel endroit, viens avec moi en haut de la cascade, tu vas voir la vallée différemment. Ou allons sur la colline d'en face, tu vas voir la même réalité d'un autre point de vue. Donc là, ça aide à faire jouer, à bouger l'imaginaire. Les jeux de rôle, c'est très précieux pour faire travailler sur les imaginaires, puisqu'on met les gens en situation. Je ne peux pas là-dessus m'empêcher de vous raconter une anecdote sur le caractère révélateur des jeux de rôle et la manière dont, in fine, ça peut permettre de stimuler l'imaginaire. J'avais mis des équipes d'une institution qu'on va appeler une institution X, parce que je ne veux vexer personne, sur un jeu de rôle où ils devaient préparer une intervention, ils devaient exposer le fonctionnement d'un nouveau dispositif mis en place par l'institution en direction de collectivités territoriales. Je leur dis, vous vous préparez tous ensemble et vous désignez parmi vous un leader, celui qui aura le lead au cours de la rencontre avec le partenaire. Et donc, il commence à mimer le jeu de rôle et au bout de 3-4 minutes, le leader dit « Je suis en difficulté ». 7 minutes. Il a fallu 7 minutes entre le moment où il a dit « Je suis en difficulté » et le moment où un membre de son équipe est venu à son secours. Vous comprenez que c'était une bonne chose, qu'il n'était pas en train de se noyer. Parce que 7 minutes, c'est long. Vous êtes en train de vous noyer, et vous l'avez compris, c'était un jeu de rôle autour du travail en équipe. Donc, ces jeux de rôle permettent bien souvent de stimuler l'imagination, parce qu'au moment où on déconstruit ce qui s'est passé au cours du jeu de rôle, il y a un vrai processus de distanciation qui se met en place et une vraie réinterrogation par les personnes de leur posture, de leur pratique qui les amène à voir le monde de telle ou telle manière. Et puis la dernière technique dont je voulais vous parler très rapidement, c'est ce qu'on appelle au niveau du cabinet les ateliers heuristiques. Les ateliers heuristiques, c'est une démarche qui, partant de l'idée que toute innovation consiste à prendre en compte des nouveaux besoins, a consisté, je vous en avais peut-être un tout petit peu parlé, dans un premier temps à expliciter le besoin que l'on entend prendre en compte, dans un deuxième temps à expliciter comment on aurait eu tendance à y répondre jusqu'à présent, pour, sur la base de cette explicitation, expliciter comment on va chercher à y répondre demain. Donc, c'est un processus visant à amener les personnes à se distancier du modèle culturel qu'ils appliquent spontanément dans la réponse à une question donnée. Et il est évident qu'une fois qu'on a fait cette distanciation, on peut retrouver des méthodes assez classiques de brainstorming,
voire plus largement travailler à ce qu'on appelle, nous, faire monter en valeur une innovation. Tiens, j'ai telle réponse, je pense à telle réponse, par exemple, en matière de transition écologique sur un territoire. Tiens, comment je vais renforcer sa valeur d'impact au plan social? Et on fait travailler l'imaginaire pour pouvoir nourrir cette innovation. Je ne vois pas d'autres questions. Pas de réaction non plus. Peut-être poursuivre. Bien. Si, Jean-Éric Aubert, si. Oui, Jean-Éric. Dire quelque chose. Mais bien sûr. Vous m'entendez là? C'est bon? Bien. Merci beaucoup pour ces présentations et ces pensées assez profondes. Quand je dis assez, c'est même très profond. Je voudrais faire trois observations. En partant de l'idée initiale qu'effectivement, la culture, c'est ce qui définit le champ du possible. Je prendrai juste un exemple, moi, que j'ai vécu en 1985, je travaillais sur les provinces occidentales du Canada. Et il y avait une province qui était l'Alberta où il y avait beaucoup de pétrole et des énormes projets. Quand on essayait de discuter avec les gens en charge au niveau de la province de la politique d'innovation, pour les grands projets d'hydrocarbures, c'était en fait ce qui cadrait leur façon de penser. Il était inimaginable qu'ils ne puissent pas investir dans un centre de recherche en biotechnologie ou en informatique ou autre s'ils n'étaient pas au moins de l'ordre de 50 à 100 millions de dollars à l'époque. La province d'à côté, qui était le Saskatchewan, c'était des agriculteurs. C'était un peu le grenier à blé du Canada, mais c'était une découverte de la technologie à l'époque. Et comme ça leur paraissait quand même très risqué, qu'ils n'avaient pas tellement de moyens, dès qu'on évoquait un projet de 10 millions de dollars, on n'était plus écouté. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment une question du champ du possible. Et la culture, c'est cette espèce de représentation que les sociétés ou que les individus ont. Je n'entends plus. Moi, je n'entends plus. Jean-Éric. Non plus. Jean-Éric. Il n'est plus connecté, si. Oui, si. Je crois que c'est le micro qui est coupé, non? On dirait que le micro s'est coupé. Jean-Éric, on ne vous Son entend micro plus. s'est coupé. Jean-Éric. Jean-Éric. Oui, le micro, en tout cas, le micro est coupé, mais on vous voit toujours. Il vient d'écrire, on a été coupé. En effet. Bon. Vous voyez, je vous disais qu'il fallait qu'on se méfie des méthodes du trekking, des techniques du trekking. On passe peut-être à l'étape suivante en laissant une chance à Jean-Éric de se reconnecter parmi nous. Oui. L'étape suivante, par rapport à ce qui a été évoqué, moi j'entends trois questions centrales. Hein. C'est la question de la diversité, hein,
c'est la question finalement des types d'imaginaires que l'on va aller chercher. Je fais référence à ce qu'évoquait Gaël Rougerie tout à l'heure, hein, au-delà de l'imaginaire économique, quel imaginaire, type d'imaginaire que l'on va chercher, et puis la question de Jean-Éric qui portait plus sur la manière dont on peut construire ces imaginaires. Moi, il me semble, enfin, ça m'amène à une petite mise en perspective par rapport au travail auquel on souhaite vous associer lors du prochain webinaire, hein, puisque Stéphanie l'évoquait, on a ces conférences débats pour collectivement finalement partager une culture commune, se donner les moyens d'innover dans les démarches d'innovation, mais à un moment, on va bien sur du concret, et le concret, ça suppose qu'on s'empare vraiment de la question de la crise que nous traversons, et on vous propose de ce point de vue-là de dire finalement comment on peut se déconfiner vers des futurs souhaitables, et non pas se déconfiner vers peut-être des futurs non désirables, voire inadmissibles ou intenables. Et comment le déconfinement peut être l'occasion de redécouverte de pouvoir d'agir. C'est un peu la question qu'on aurait tendance à poser, tout en étant, nous, dans nos analyses, extrêmement inquiets. On en parlait avec Stéphanie hier, hein, par rapport aux risques psychosociaux, notamment, hein, qui se présentent dans cette phase du déconfinement. Mais voilà, comment on peut se déconfiner vers des futurs souhaitables, comment, dans ces phases de déconfinement, les uns et les autres, quand je dis les uns et les autres, je parle de nos concitoyens, nous ne vivons pas la situation comme angoissante, mais comme constructive. Donc moi je crois que voilà, j'avais envie un peu de faire cette mise en perspective, la diversité, les imaginaires que l'on va chercher, les types d'imaginaires. À propos des types d'imaginaires, moi je crois qu'il faut qu'on rompe avec des récits qui ont été dominants au cours des 30 dernières années. Et ces récits dominants, ce sont des récits de la peur et de la nécessité. Et pour le coup, nous sommes en plein dans ces récits aujourd'hui dans la gestion de la crise du coronavirus, mais il faut bien comprendre que ces récits ne sont pas nouveaux. Les récits de la peur et de la nécessité, c'est ceux qui ont commandé le développement du libéralisme économique dans nos pays. Le récit de la peur et de la nécessité, c'est celui qui a expliqué les réductions de certaines dépenses publiques. C'est un récit de la peur et de la nécessité. C'est le récit dominant du côté d'un certain nombre de personnes militant de l'environnement, mais qui au fond donnent très peu l'envie de s'engager et de s'investir. Rappelez-vous Damasio, la douleur et le plaisir. Et il faut bien les deux pour qu'il y ait un processus d'innovation. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à Cornelia. Il faut qu'il y ait nécessité et liberté pour que ça fonctionne, l'innovation. Donc des récits dominants qui ont été fondés sur la peur et la nécessité, des récits dominants qui bien souvent survalorisent une variable aux dépens des autres, et on a eu une survalorisation de la variable économique, mais comme on a dans d'autres discours une survalorisation de la variable
sociale ou je ne sais pas, alors qu'il y a la variable de la gouvernance, il y a la variable environnementale, sociale, enfin il y en a des tas à prendre en compte, et des récits qui finalement avaient tendance à mettre en avant une solution miracle et non pas, je dirais, de s'emparer de la complexité hein, du réel. Voilà, donc je pense que c'est ces imaginaires, enfin le type d'imaginaire qu'on va chercher, mais surtout dans un esprit non simplificateur, hein, euh, dans une authenticité, dans le fait de vouloir résoudre des problèmes qui sont des problèmes très complexes. Faire société, c'est un problème très complexe. Euh, avoir des économies résilientes, c'est un problème très complexe. Euh, favoriser la participation de tous, c'est un problème très complexe. Favoriser l'accès de tous aux droits, c'est un... Bon, je ne vais pas vous énumérer ça à l'envie. Alors, à partir de là, et on évitera peut-être d'être bavard la prochaine fois pour éviter d'éventuelles défections, mais on a besoin de vous pour décider de la suite, quelque part. On avait prévu un webinaire le 7 mai prochain, hein, donc consacré au thème dont j'ai parlé, se déconfiner vers des avenirs souhaitables, où là, il n'y aura pas un exposé, hein, il y aura du travail, tous ensemble, pour apporter des éléments de réponse à cela. En lien à cette date-là, on s'est dit que notre programmation de cycle de conférences n'était pas le bon parce qu'on avait prévu la semaine prochaine d'aller sur les questions de techniques d'animation des ateliers d'innovation et il nous semble vraiment indispensable qu'on parle de la question sociale. Hein, si on veut déconfiner vers un avenir souhaitable, donc, on vous propose que la prochaine conférence débat soit consacrée à cette question-là, donc sur le thème repenser l'innovation sociale et territoriale, notre modèle social à l'épreuve du déconfinement. Donc, je le recommande fortement à tout un chacun. Je le recommande aux gens qui sont avec nous, qui viennent des institutions présentes dans le champ social et sanitaire, à ceux qui sont du côté du bénévolat, qui sont du côté de la culture ou tout simplement qui s'intéressent à notre société pour qu'on puisse vraiment instruire cette question-là par rapport au déconfinement. Donc, c'est un peu une question moi, que j'aurais à votre égard. On s'est demandé avec Stéphanie si on fait, comme c'était prévu, un cycle de conférence le 5 et le 7, on fait le webinaire mensuel, mais ça va faire des choses à 2 jours d'intervalle. Ou est-ce qu'on garde un rythme d'une fois par semaine? Et dans ce cas-là, on repousserait d'une semaine le webinaire, mais en prenant le risque de faire ce webinaire sur le déconfinement après le 11 mai. Vous avez un chat pour faire part de vos souhaits, voire vous pouvez ouvrir le micro pour qu'on puisse en échanger vos suggestions sur notre rythme de travail. Je vois le 3-4, le 7 me va bien. Pour le 7. Est-ce à dire, pour ceux qui disent le 7 me va bien, qu'on a à la fois le 5 et le 7? D'accord. Déconfinage plutôt que déconfinement. Ok. Est-ce que c'est jouable le 5 et le 7 ou on fait le 7 et... Ok pour le 5 et le 7 seulement. D'accord. Sur le 7, tout le monde semble d'accord. Le 2, avant le 11 mai. C'est ce qui nous semble. Oui, oui, oui. C'est ce qui nous semble.
J'ai presque envie de vous proposer qu'on prenne le risque du 5 et du 7. Oui, très bien. Prenons Prendre le le risque. risque du 5 et du 7. Oui, c'est toujours intéressant. Bien. Eh bien, écoutez, on fait comme ça. Moi, j'invite les personnes qui, avec nous, travaillent dans des institutions sociales à faire une publicité du tonnerre sur nos conférences débats et notamment celle du 5, où on va parler donc de la dimension sociale de cette crise du coronavirus. Euh, pour qu'on soit vraiment dans de l'innovation sociale dans la phase de déconfinement ou de déconfinage. Le suspense, je vous propose qu'on le garde jusqu'à la fois prochaine. Parfait. Merci à vous tous. On envoie des invitations dans la journée de demain sur le même modèle que la dernière fois. Merci à vous tous. Merci Stéphanie et François, c'est super, merci. Merci Cornelia, merci. Merci François. Merci à tous. Merci, à bientôt. À bientôt, oui, ciao, ciao. Jean-Éric. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. On fera la pub. Parfait. Merci. Au revoir et merci, c'était super. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut arrêter l'enregistrement si. Oui.